أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنت أريد أن أتكلم باللغة العربية ولكن يعني الشاهدون يعني البث الحي الآن كثيرون باللغة الفرنسية وطلبوا مننا أنه يعني يكون يعني أكثر من محاضرة واحدة تكون باللغة الفرنسية، فإن شاء الله ستكون كلمتي باللغة الفرنسية وبعد ذلك ننتهي إن شاء الله المؤتمر. Donc je vais parler en français. وشيء طيب للجميع أن تعدد اللغات والمركز يتكلم يعني نتكلم هنا في المركز بثلاث لغات. We are trying to speak in 3 languages and they were prepared to do the translation from French. D'abord, j'aimerais au moment où on va terminer commencer par remercier énormément les traductrices et les traducteurs. Et en même temps, en votre nom à tous, remercier le Dr Fathi était le président de la commission qui a organisé l'ensemble de ce colloque. Il était aidé par Dr Amawahib, Badia, Biola, Mona, Shawqi qui est le vice-président était présent et tous les membres. J'aimerais, Inch'Allah, que vous les remerciez en les applaudissant tous, Inch'Allah. J'aimerais également remercier Can de Kyle Alumni Network. Heureusement qu'ils étaient avec nous dans cette salle. Les remercier pour leur présence, les remercier pour leur engagement. Et Inch'Allah, le travail pourra se faire avec vous. Comme j'aimerais remercier, au-delà des membres du centre, également le Provost qui était avec nous hier et qui est venu soutenir par des paroles fortes le travail que nous faisons. Et comme il a été dit, des brochures sont présentes, des publications sont présentes et Inch'Allah au mois de septembre, un master pour une première, c'est une première en Islamic Ethics et avec ceci, notre collaboration à un très haut niveau académique avec Brill et le premier journal d'éthique islamique. Et donc de ce point de vue, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé, le groupe académique et à sa tête le directeur, Dr Mohamed Ghali, qui est très, très engagé et instrumental dans tout ce que nous faisons. Le centre a une mission et vous avez pu vous apercevoir au travers de la discussion que la mission du centre, elle n'est pas facile. Et moi, j'aimerais voyager avec vous pendant quelques minutes au travers des thèmes qui ont été abordés et à travers des discussions qui ont eu lieu. La première des choses et la première des discussions que nous avons eues hier, elle nous met en face d'un défi qui est majeur. Le défi de la méthodologie et de la façon dont nous abordons les questions. Quand il est question, par exemple, des valeurs, des définitions, nous avons vu avec le docteur Fathi Hassan Malkawi, de la tradition occidentale à la tradition musulmane, comment la catégorisation des valeurs, comment leur compréhension était une chose en soi difficile et qu'elle nécessitait un travail qui était un travail de connaissance de soi, mais également de définition et de compréhension aussi des autres systèmes de valeurs. Et de ce point de vue-là, ce qui nous a été rappelé aussi par le professeur, le docteur, donc ils sont tous professeurs, je vais tous pour dire pour tout le monde, je dirais docteur ou professeur selon mon respect pour chacun d'entre eux et chacun d'entre vous est certifié et sincère. Dans toute la démarche des maqas et de toute la démarche des finalités et des objectifs supérieurs, ça demande une réflexion sur le fiqh, ça demande une réflexion sur usul al-fiqh et ça demande, comme il l'a mis en évidence, une réflexion sur al-manhajiyya au sens de comment considérer les différentes sciences à la lumière de ces finalités-là. Et ceci, le professeur Ismail Hassani nous l'a apporté dans sa réflexion, en mettant en évidence les défis qui sont les nôtres. Donc nous avons des défis internes de catégorisation des sciences, de relation entre les sciences, et un défi relationnel à l'univers des philosophies et des sciences plus généralement. La discussion qui a été mise en évidence, et ça a été tout à fait intéressant hier, on aurait pu penser hier qu'il n'y avait pas de relation directe entre les interventions, et pourtant elle était là.
la mise en perspective de la relation, par exemple, par les savants contemporains, de la discussion du professeur Mu'taz el-Khatib est extrêmement intéressante. Elle est directement liée à comment on aborde cette question. Et directement, quand il a fini, on a pu voir entre eux qu'il y avait des questionnements. Comment se positionner par rapport à cela? Et là aussi, sur notre discussion sur les valeurs, ça pose énormément de problèmes parce que même nous, en tant que musulmans, il a été fait référence à Dras, par exemple, qui essaye à partir de l'intérieur de donner un système, systématiser la relation entre les valeurs qui est produite par l'islam, les valeurs éthiques. Un travail extraordinaire. Et Dras est un des rares savants au début du XXe siècle qui maîtrise les sciences islamiques et les références islamiques et Bergson et Kant et la philosophie occidentale. Et qui montre combien déjà tout ceci est difficile. Et dans la discussion qui nous a été mise en évidence, dans toute la définition, par exemple, ça n'est pas aussi facile que ça de faire référence à Hobbes ou de faire référence à Rawls parce que leur pensée est beaucoup plus complexe dans leur univers de référence que ce que nous comprenons nous-mêmes. Par exemple, de dire chez Hobbes, par exemple, que la paix vient avant la notion des valeurs, c'est pas juste. Ça n'est pas ce qu'il dit essentiellement. Il met en évidence dans un contexte politique extrêmement précis. Alors attention, quand un savant répond à un contexte politique donné et qu'il répond en mettant en avant une valeur, ça n'est pas sa philosophie essentielle, c'est sa réponse contextuelle à un rapport aux valeurs. Exactement la même chose que chez nous. Exactement la même chose que Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah n'a pas une pensée. Ibn Taymiyyah, il a pensé dans l'histoire, il a évolué en l'histoire à la lumière et dans ses fatwas, et dans sa compréhension, et dans sa critique. À un moment donné, il est extrêmement dur avec la philosophie grecque. Très très dur, parce qu'il comprend qu'il y a un problème méthodologique majeur dans la façon d'aborder les choses. Et par exemple, dans la discussion qu'a mis en évidence le docteur Mu'taz, par exemple en disant l'adl qima mutlaqa. Ça, il faut faire. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est une valeur absolue ou est-ce que salam est une valeur absolue elle-même? Comment est-ce qu'on aborde les choses? Car il se peut qu'une valeur soit absolue dans sa finalité, relative comme condition d'une autre valeur. Quand on dit, par exemple, la formule connue, pas de justice, pas de paix. Donc c'est la définition de la justice qui a valeur absolue qui fait de l'adl quelque chose de relatif comme moyen de la valeur absolue. Alors quand vous prenez la justice comme finalité, elle peut devenir absolue, mais elle sera relative à autre chose. C'est des questions qui sont extrêmement complexes et nous ne pouvons pas, d'un point de vue islamique, simplifier ces questions-là. Et j'étais content de voir dans la discussion qu'ouvre par exemple notre collègue sur cette question-là une chose importante et qui nous demande à nous vraiment un travail de définition, d'organisation. Et moi j'aimerais, et ça peut vous étonner, que certaines des intuitions qui viennent de la spiritualité islamique, vous savez, ce n'est pas un hasard que Mohammed Iqbal est lié pensée politique, pensée philosophique et pensée mystique. Ce n'est pas un hasard. Il a une connaissance très profonde de l'Occident. Et la pensée spirituelle, tasawwuf en tant que telle, nous oblige à la considération de l'ordre des fins. Quel est l'objectif? C'est quels sont nos objectifs? Ça, c'est une question majeure. Et à un moment donné, quand on travaille dans la spiritualité, quand on est dans l'ordre du spirituel, de qu'est-ce que c'est tahri, par exemple, la libération de l'ego, la finalité, fahm et tawhid, comme paradigme du travail où on s'approche de Dieu, ça met de l'ordre dans des valeurs. En fait, je pense que la compréhension de Rabbani, la compréhension du tawhid, la compréhension de ce que dit el-asl, dans cette perspective-là, quand on vient par exemple el-muhasibi, vraiment des gens qui sont au début, dans la période classique, ils nous forcent à catégoriser, à penser les valeurs comme finalité et pas simplement comme instrument. Car il se peut que dans la discussion éthique, moi c'est ce que je vois dans beaucoup des discussions éthiques, on en arrive à un rapport à l'éthique qui est un rapport pragmatique, qui est un utilitariste. Et l'islam ne permet pas l'approche utilitariste. L'utilitarisme, il est soumis essentiellement au fait de la compréhension du tawhid, de la compréhension de la finalité. Et là, de ce point de vue,
Nous avons, nous, à nous positionner par rapport à cela. Et ça amène aussi à une chose par rapport à nos turath, le rapport critique que nous devons avoir avec notre histoire. Il n'y a rien d'irrespectueux à placer un alim, un cheikh, à un moment de l'histoire, face à un pouvoir et face à une réalité historique. Il n'y a rien d'irrespectueux à relativiser sa réponse en fonction d'un contexte qui a évolué. C'est sa réponse du moment. Au contraire, c'est donner du respect à le travail humain du savant en considérant son contexte. Et ça demande un travail qui est respectueux quand on a mis en perspective, mais critique quant au fondement de la pensée. C'est ça que le travail du centre doit être, dans tous les domaines et dans toutes les périodes de l'histoire. Et ça m'amène de ce point de vue à aussi comprendre ce qu'a dit également le docteur Martaz et qui était également très très important, c'est qu'à un moment donné, même les simplifications historiques qu'on a, par exemple par rapport à Al-Mawardi, l'Ahkam al-Sultaniya, c'est pas simplement une pensée sur la structure, c'est une pensée sur la structure, mais qui est liée à un contexte donné, mais qui pose aussi des questions essentielles. Et donc le réduire de ce point de vue-là est extrêmement dangereux. Le problème avec les musulmans, c'est que nous réduisons notre patrimoine à des questions du moment mal posées dans le passé. Je répète, des questions du présent mal posées dans le passé ou mal reconstituées dans le rapport au passé. Donc nous avons à faire ce travail-là. Il y a par exemple dans la discussion qui est venue après, et qui est celle de, pour aller vite sur la question politique, la démarche par exemple qui est celle de... qui était essentielle dans la position, dans le propos du professeur Farid Ishaq. Farid Ishaq, quand il nous pose la question de qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement est lié à... Est-ce qu'on doit qualifier d'un État d'islamique ou est-ce que ce sont les valeurs et l'éthique qui posent une question? Mais ça aussi, c'est une vraie question. Moi, je n'ai aucun problème avec la qualification. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la substance. Et la substance, elle est... Est-ce qu'on parle de adl? Est-ce qu'on parle de justice? Est-ce qu'on parle de valeurs qui sont universelles? Ou est-ce qu'on parle de la structure? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de la pensée politique de l'islam, ce qui a été important, c'est la structure. Mais quand on vient au Coran, Amruhum shura baynahum, ça ne parle pas de la structure, ça parle d'un principe qui est lié au shab, et pas au hakim. C'est pas le gouvernement, c'est comment va être organisé à partir... Donc la priorité est donnée au peuple dans son principe de consultation, non pas à la structure. Le problème de la pensée politique, c'est qu'à un moment de l'histoire, quand on en est venu à la dynastie, on a qualifié le hukm, on n'a pas pensé au principe essentiel de l'organisation du shab. Cette inversion, elle est dramatique. Elle est dramatique. Et il se peut même que même avec les mouvements islamistes, certains aient commencé à penser par le peuple et finissent par penser par l'État. Cette distorsion-là, historique, elle est importante. Elle pose la question, d'une des grandes questions que nous avons, attention, les musulmans, vous êtes en danger lorsque le principe est substitué par le modèle historique et que votre discussion sur le modèle historique a pris la place du principe fondamental. Et c'est ce qui nous arrive dans beaucoup de situations. Dans beaucoup de situations, et c'est pour ça que, par exemple, c'était intéressant d'entendre le docteur Shinqiti faire ce parallèle entre la Révolution française, les questions révolutionnaires, et puis qui amène directement au moment où on parle les mots, les définitions des mots, les définitions des notions, qui doivent être partie prenante. Et il faut, de ce point de vue-là, se poser la question, est-ce que, d'un point de vue islamique, il faut rendre islamique la structure ou questionner éthiquement et islamiquement le sens de la structure? Est-ce qu'il est normal aujourd'hui, oui ou non, en tant que musulman, dans notre histoire, dans notre prolongement, même de questionner la notion de l'État en tant que tel, oui ou non? Est-ce que l'État tel qu'il est en termes de modèle historique se questionne ou ne se questionne pas? Ou est-ce que systématiquement nous questionnons simplement l'islamité de la structure sans questionner islamiquement la forme de cette structure ou le bien fondé de cette structure? Question de fond, et c'est à ça que nous devrions nous apporter, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en même temps l'apport qui a été fait par le docteur Salman Bounarman, c'est cette question sur la créativité. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut autre chose, il faut poser les termes peut-être d'autre chose, et en ne pensant la question de l'islam qu'à partir de l'islamité de la structure, nous réduisons
l'espace de créativité. Nous sommes dans un manque de créativité politique. Et ça demande aussi une chose qu'a dite la doctora et professeure Gudrun Kremer, quand elle dit une chose qui est vraie. À un moment donné, même par rapport à nos questions fondamentales, il faut du courage. La créativité, c'est du courage aujourd'hui. Qu'est-ce que la pensée musulmane propose en termes de politique qui soit de questionner et la structure, de questionner les dynamiques historiques. Ou alors de revenir en disant « El-Mawardi a dit, et siyasa al-shar'iyya 'inda Ibn Taymiyyah, c'était ceci » et on répète. Donc on n'est pas du tout dans un rapport de cette troisième voie ou cette autre voie, ce courage politique de questionner à partir de nos réflexions. Au point en même temps que Dr Bounarman a dit quelque chose d'important. J'ai l'habitude de dire, et je répétais tout le temps, l'opprimé n'a pas de religion. Il n'est pas musulman et on serait du côté de l'opprimé musulman et pas du côté de l'opprimé qui n'est pas de confession musulmane. Il a dit quelque chose qui est à l'inverse. La dictature n'a pas de religion. La dictature, c'est la dictature et il faut la combattre pour ce qu'elle est. Et ça, c'est très, très important aussi. Cet ajout que des deux côtés de la trahison, celui qui est opprimé par rapport à notre dignité, ça veut dire que nous le refusons, mais l'istibdad, n'importe quelle forme de dictateur, ne peut jamais être de ce point de vue-là. Et ça, c'est aussi une question importante dans les débats que nous avons maintenant, par exemple, sur la Syrie. Regardez où nous en sommes. Ceux qui hier étaient du côté des opprimés et qui, islamiquement, aujourd'hui, vous soutiennent le sens de la dictature. C'est une question également qui est... donc ça demande du courage, ça demande aussi de se poser la question de savoir où est le pouvoir. Et je pense qu'il faut aussi entendre les questions qui ont été mises en évidence par Farid Issar sur notre façon d'aborder. Il y a une deuxième chose, il y a un troisième élément qui est venu avec la discussion de ce matin et qui a été, à mon sens, pour certains, il a été le problème avec cette conférence internationale, c'est que pour les spécialistes, c'est pas assez spécialiste, et pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est trop spécialisé. Donc on est en train de naviguer entre deux eaux, c'est extrêmement difficile. Il faudra qu'on trouve la forme. Il faut savoir à qui on s'adresse aussi, parce que beaucoup de gens ont l'impression que c'est trop spécialisé, trop théorique. Et puis ceux qui sont des spécialistes disent ça va pas, il faut pousser plus loin encore. Donc il faut qu'on distingue les ordres de discussion. Inch'Allah, c'est aussi quelque chose que nous devons améliorer. Mais sur la question de la famille et sur les mariages consanguins, là on est vraiment au cœur de questions essentielles. Et la discussion de ce matin, mais elle révèle tellement de problèmes dans notre façon de poser les questions. Tellement de problèmes. Vous avez un exposé qui est scientifique, voilà ce que nous savons, voilà ce que nous pouvons déterminer avec un espace de probabilité scientifique. La probabilité scientifique, c'est que sur quatre situations, vous avez 25%, on peut tomber dans la maladie, 50% où on est entre deux, puis 1 on va pouvoir. Et donc à partir d'un certain moment, la découverte scientifique propose une problématique de la probabilité de la maladie, qui est plus importante pour le reste. Ça, c'est un fait scientifique. Le fait scientifique, c'est pas le fait certain, c'est la détermination de la probabilité. Et d'un autre côté, comme l'a appelé le cheikh Salman El-Aouda, c'est qu'il y a une permission qui est donnée, une permission qui n'est pas un ordre. Attention, c'est une permission. Jaza, ça veut dire, c'est pas amr. C'est-à-dire que là, il y a la flexibilité de la... Il faut que je vaille moins vite. Et ils ont l'air de me dire que ça va. Il me fait comme ça. Vous êtes sûr? Parce que là, on me dit que ça va... Alhamdulillah. Donc j'ai bientôt fini, encore une demi-heure. Non, je plaisante. C'est Joe. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ce que je disais, c'est que c'est une permission. Et donc c'est une permission. On ne peut pas dire mais tahrim puisque le Coran le permet. Mais on va pas, ce n'est pas une obligation quand il y a... Donc tout ça, on connaît en islam. Tout ça, ceux qui ont étudié le faire, c'est... Mais maintenant, on a une donnée scientifique qui vient s'ajouter à cela. Et cette donnée scientifique qui vient s'ajouter à cela, on a la possibilité de se dire, est-ce qu'on suit l'avis scientifique ou est-ce qu'on suit l'avis religieux? Et là, ça prouve deux problèmes que l'on a dans notre façon de répondre. La première des choses, c'est de tomber dans le piège d'opposer le religieux au scientifique. C'est-à-dire, la méthodologie est problématique.
La méthodologie est problématique. La deuxième des choses qui apparaît dans la discussion de ce matin, et vous l'avez vu, et je l'ai vu partout dans tous les comités d'éthique, c'est que souvent le scientifique est entendu par le musulman comme l'Occident et le religieux comme l'islam. Donc il y a un contentieux culturel et civilisationnel derrière cette question-là, qu'on a pratiquement partout. Donc il faut faire un pas en arrière, et puis à partir d'un certain moment aussi se poser des questions sur, attention, la science donne un rapport complexifié au réel. Mais dans cette perspective-là, il est tout à fait possible que la science nous donne plus de savoir en nous demandant, avec notre éthique musulmane, d'être dans la raisonnabilité, une décision raisonnable. Donc à partir d'un certain moment, quand le réel vous dit, si vous vous mariez dans une famille, c'est permis, mais il y a une probabilité de maladie, vous allez avec l'asbab, c'est-à-dire que vous allez considérer ce que scientifiquement on peut contrôler. Et vous faites un choix. Vous connaissez le risque, vous mesurez le risque, et ça s'appelle la science raisonnable, la raison raisonnable. Voilà où les musulmans se réconcilient avec les principes, non pas en opposant science et texte, mais en lisant la science à la lumière du texte, en regardant la probabilité scientifique et en en tenant compte. Si seulement nous pouvions ouvrir nos esprits, nous n'en serions pas en train de nous poser la question quand commence le ramadan, est-ce qu'on utilise les moyens? Regardez où on en est. Regardez où on en est. Est-ce que c'est mon œil? Est-ce que quand je vais utiliser... On en est aujourd'hui à un moment où la science, elle peut photographier le moment du hilal. Elle peut le photographier. Et on se pose la question comment on va faire. Parce que nous sommes dans une logique. Pensée critique sur la science contemporaine est plus critique dans l'Occident qui l'a produit que parmi les musulmans qui la suivent. Et donc de ce point de vue-là, on a un double problème, c'est qu'on est des suiveurs, mais qui contestons le fait que nous sommes des suiveurs, parce que nous pensons que le fait de suivre est un fait de reconnaître la domination, mais en suivant comme on suit, on est dominé de toute façon. Ça va la traduction? Donc je termine. Et ça, c'était la question telle qu'elle se pose par le docteur Rally à la fin. Et la vraie question qui nous a été posée également, c'est aussi de mettre ceci en évidence. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, dans l'approche qui nous a été donnée par le docteur Abdelhak Ahmesh, moi je ne diminue pas le rapport au fiqh. Mais on ne peut pas avoir cette question-là apportée simplement par le petit bout légal de la question. Notre problème, c'est ça, le centre de la législation, c'est d'introduire le fiqh dans une vision beaucoup plus globale et qui pose des finalités. La discussion de la méthodologie revient à la question dont on a abordé la question de la famille et de ceci. Maintenant, et je termine par là, moi je vais énormément insister. Et c'était une condition également pour moi que le centre sur la législation islamique et l'éthique ait une réflexion éthique sur la question des migrations. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un problème mondial, global, et il n'y a pas un pays sur la surface de la Terre qui peut donner et enseigner à quelqu'un et regarder quelqu'un de haut. Personne. En l'occurrence, je suis européen, et je peux vous dire que ça fait honte de voir comment on traite les migrants. Après, comme l'a dit, et c'est important ce qu'a dit le Dr Ray de ce point de vue-là, il y a des catégories, il y a des termes que l'on emploie.
Il y a des termes que l'on emploie sur la question des réfugiés, sur la question des clandestins, sur la question des migrants, et des fois on joue avec les termes. La réalité, c'est qu'il y a des femmes et des hommes qui quittent les bombes, qui essayent de... Ils n'ont même pas quitté les bombes, parce que c'est vrai ce qu'on a dit. À un moment donné, ça a commencé avec la Tunisie, quittant la Tunisie pour essayer de venir, et on avait des milliers de morts. À un moment donné, on nous a fait croire que le monde s'est réveillé à cause d'une photo. C'est honteux. Et en tant qu'Européens, c'est honteux de voir ce qui se passe, de voir comment... Et il y en a des gens devant des caméras qui disent « Mais on n'est pas des animaux, on n'est pas des chiens pour qu'on nous traite comme ceci, qu'on soit dans la boue. » Et ça fait honte. Mais je peux vous dire une chose, qu'en tant que musulman, j'ai honte. J'ai honte de ce que le docteur Sani a osé dire. Et il l'a dit. Non, les pays riches ne font pas assez, les pays du Golfe ne font pas assez, les pays musulmans ne font pas assez par rapport à la question de la migration. D'abord, parce que nous ne faisons pas dans les pays d'origine l'acceptation de la corruption, de la spoliation par les dictatures. Mais ensuite, de la réalité de ce qui se passe en Syrie et du fait, par exemple, des migrants ici au Qatar, dans toute la région, qui n'impliquent pas simplement le Qatar, qui impliquent toute la région et les pays qui les envoient. Il y a de quoi avoir honte. Et s'il y a un musulman qui peut défendre ce système ou ce positionnement au nom de l'islam, eh bien c'est quelqu'un qui me fait peur. Alors j'ai honte en tant qu'Européen et j'ai honte en tant que musulman. Parce que ça ne peut pas être. Parce qu'à partir d'un certain moment, il faut que nous disions les choses telles qu'elles sont. Et donc quand on regarde les statistiques parlent. Alors je ne le dis pas pour battre la coulpe en étant content, on est tous coupables. Mais c'est le contraire que je suis en train de dire. Au lieu de dire nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables, et il faut avoir un discours clair, un discours courageux sur cette question-là, oser le dire, et ne pas nous essayer de nous cacher derrière les mots ou de nous cacher derrière les chiffres. Et aujourd'hui, cette question de la migration, elle est... on n'a pas de leçon à donner, mais on n'a pas de prétexte à chercher aussi pour essayer de regarder les questions telles qu'elles sont. Il faut être honnête. Et donc j'ai été content qu'on mette en évidence dans le propos du docteur Hanafi le fait de considérer aussi la multitude ou la multiplicité des dimensions. Parce qu'à un moment donné, ça questionne aussi la citoyenneté, ça questionne aussi le vivre ensemble, ça questionne comment on considère nos sociétés, mais aussi ici, dans la région. À un moment donné, il faut qu'on se pose la question, quand on fait venir des gens pour travailler et construire un pays, sont qui et quoi pour le pays? Qui sont-ils? Non. Mais ça, c'est des questions qu'on doit aborder avec sérieux. Là, il faut du courage. Et moi, un centre sur l'éthique et la législation islamique qui ne soit pas un centre courageux, on ferait mieux de fermer boutique. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, les gens qui en font partie sont courageux. Et on est tous ensemble embarqués dans cette réflexion-là. Donc l'honnêteté est un élément important. Aussi, et je termine aussi sur ces deux points que je voulais mettre en évidence, c'est aussi dans ce qu'a dit toute la réflexion à partir de l'islam du docteur Abdeslam Balaji est aussi fondamentale, parce que là aussi on a une réflexion qui part de l'intérieur mais qui refuse la simplification. Il y a différents types de migration. Comment est-ce qu'on relie nos textes par rapport à cela sans les simplifier? Tout ce travail-là, nous avons à le faire, et il y a des gens qui sont entrés dans cette démarche-là et qui le font avec en plus, eh bien, nous, on a la chance aussi d'avoir le Dr Ray avec nous qui travaille depuis longtemps sur ces questions-là, la systématisation terminologique, le type de rapport aux réalités, le fait d'être clair sur les principes mais pas simple sur la compréhension de la réalité. C'est très complexe la question des migrations. Ça parle des pays qui envoient, ça parle des différents pays et de leurs différentes politiques. C'est un rapport international. Mais la complexité ne peut pas nous permettre le déni. Et donc à partir d'un certain moment, nous devons nous engager par rapport à cela. Et ça aussi, c'est les questions sur les finalités. Ma conclusion de ce point de vue-là, après vous avoir remercié encore une fois toutes et tous d'être venus, et à tous ceux qui nous suivent sur Internet, je t'ai cité Badir, non, dans les remerciements. Donc j'ai beaucoup insisté sur Badir, qui est très discret, mais qui fait en sorte que nous sommes suivis par des milliers, pas des millions quand même, on n'est pas arrivé là, par des milliers de personnes sur Internet.
Notre vision, elle doit s'appuyer dans notre travail ensemble, et c'est pour ça que je suis content que des jeunes et des moins jeunes rejoignent ceci, que nous ayons, depuis le départ, nous ayons dit une chose. Ces questions-là, à partir de l'islam, ne se règlent pas uniquement entre musulmans. Je répète, ces questions-là, à partir de l'islam, ne se règlent pas uniquement entre musulmans. Nous avons besoin de conscience de femmes et d'hommes. Certains sont athées, d'autres agnostiques, et ils sont chrétiens, et ils sont juifs, ils bouddhistes, hindous, et on les a invités. Nous, on a fait en sorte que nos séminaires soient ouverts, et on continuera, Inch'Allah, à le faire de cette façon-là. Mais d'abord, ce qui est nécessaire, c'est une compréhension claire de la question qui est posée. Cette compréhension claire, c'est accepter sa complexité. Deuxième des éléments, elle est importante, on a beaucoup de discussions à l'intérieur du centre, c'est développer une méthodologie pour aborder la question elle-même. Donc d'abord, une compréhension claire de la complexité du problème, la méthodologie pour pouvoir l'adresser, et puis que vont-on, quel est l'objectif de tout ça? Parce que finalement, la question éthique questionne les finalités. 3 choses que nous devons éviter de faire, et je m'arrête avec ça. 1, islamiser les moyens et non pas les fins. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire penser la structure, mettre de l'islam partout et nous concentrer sur les moyens. Ça, c'est un défaut méthodologique majeur. C'est une réduction de notre pensée. Et d'ailleurs, c'est en islamisant les moyens que nous nous coupons de la discussion universelle avec nos concitoyens et avec les autres civilisations, et déjà avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous nous coupons de notre rapport à nous-mêmes. Deuxième des choses, c'est simplement de faire une réflexion en nous disant comment nous, aujourd'hui, musulmans, nous allons nous adapter à la réalité. Raison pour laquelle créativité, courage, repenser notre héritage en étant une force de contribution, non pas simplement un espace d'adaptation ou d'une réalité d'adaptation. Et puis l'autre chose, et je termine, c'est effectivement, je ne cesse de répéter ceci, s'il y a une chose qui est importante dans la compréhension du tawhid, de l'unicité divine, quand on est dans la spiritualité, il faut le recentrer, ceci. On parle de là, nous sommes bien d'accord, c'est un centre dont l'islam est la lumière pour nous. C'est une lumière qui n'éteint pas les autres lumières et qui veut ajouter les autres lumières à son parcours. Ce n'est pas une lumière qui nie la lumière d'autrui. Mais il y a une chose qui est importante dans cette lumière-là. Elle est très vraie dans toute la dimension spirituelle. Et c'est pour ça que même dans notre travail académique, il y en a qui devraient faire un tout petit peu plus de dhikr, il y en a qui devraient faire un tout petit peu plus de relation à l'essentiel et au centre. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est toujours attention à ne pas confondre les moyens et les fins et à confondre et à penser les moyens comme des fins. Le fiqh, c'est un moyen. L'éthique, c'est un moyen. L'engagement politique, ce sont des moyens. Tout ça, ce sont des moyens. Dès que nous avons fait du moyen la fin, c'est du shirk. Dès que le moyen est devenu la fin, nous sommes dans le shirk. C'est-à-dire que nous avons déplacé le centre de gravité de l'essentiel vers quelque chose qui est ou le pouvoir, ou la structure, etc., ou la science. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Merci à vous tous d'avoir participé. Je repasse la parole au maître de cérémonie, le Dr Shankriti. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.